Bonjour à tous. C'est le premier cours que nous faisons, d'où tous les petits problèmes de fonctionnement, de dysfonctionnement. C'est pas grave, c'est normal lors du premier cours. C'est la raison pour laquelle, de toute façon, je l'enregistre de A à Z et je fais un cours, mais alors vraiment tout bête, tout simple, qui est tout autant un cours pour nous tester, pour voir si vous avez des problèmes de connexion. C'était vraiment un cours, ce qu'on appelle un cours martyr. Je vais partager mon écran. Je vais maintenant partager la présentation que je compte vous faire. Une présentation qui correspond à quelque chose que nous avons fait du côté, pardon, que nous avons fait du côté de Bondoukou. Donc, il y a des choses que l'on a déjà vues, mais maintenant, on va la remettre en vidéo. Alors, la première question que je vous ai dit pour aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qu'est le développement durable. Le début est exactement ce qu'on a fait en présentiel à Bondoukou. Et puis derrière, on va aller un tout petit peu plus loin quand même. Alors, déjà, on reprend l'historique. L'historique du développement durable, 1987, c'est le rapport Brundtland, Notre avenir à tous, Your Common Future. Euh, C'est la Commission mondiale sur l'environnement et l'Organisation des Nations Unies, présidée par Gro Harlem Brundtland, qui était la ministre première ministre et ministre de l'écologie à cette période-là au Danemark, qui a présidé. Derrière, l'idée a été reprise au sommet de la Terre en 92 à Rio. Et à Rio, on emploie le terme de Sustainable Development. Traduit en français, on va revenir là-dessus, par développement durable, quelques temps après, enfin un an et demi après. Alors, quelle est la définition? Donc, déjà, on est d'accord entre nous, cette histoire de développement durable, elle est dans le domaine de la recherche depuis pratiquement les années 1982, dans le domaine politique depuis 87, dans le monde médiatique, le sommet de la Terre de Rio depuis 92. Donc, c'est pas cette idée de développement durable, elle existe pas depuis la nuit des temps, mais pratiquement déjà depuis 40 ans, pas loin. Alors, on reprend la définition donnée par Bro Brundtland. Le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Cette définition, faut bien la comprendre, la mettre en contexte de 1992. En 1992, on vient de sortir de crise pétrolière. On vient d'avoir les crises financières de 75. Donc, on est dans un monde qui vient de se fissurer plusieurs fois. Et donc, c'est dans ce contexte qu'on commence à parler de développement durable. On a aussi l'émergence d'un certain nombre de thématiques, telles celles de la biodiversité, qui commencent à prendre du poids dans la société. On parle à cette époque-là assez peu de changement climatique. On parle plus de biodiversité que de changement climatique, en cette période. On sort aussi d'une période où on a eu un certain nombre de famines. Donc, la Terre a été fragilisée. On sort aussi d'une période où on a pris une vue de la Terre à partir de la Lune. Et on a pris conscience, en regardant la Terre vue de la Lune, qu'elle était, somme toute, pas si grande que ça. D'où la naissance progressive d'une idée dans le public mondial que la Terre n'est pas si grande que ça, qu'elle est même assez petite, qu'elle est bleue massivement, mais gris-jaune par ailleurs, et que en fait elle est peut-être pas si costaud que ça. D'où progressivement l'idée que la Terre puisse être une planète fragile. Voilà le contexte dans lequel baigne le monde des années 90, un peu avant, un peu après. Quand Brundtland donne sa définition, vous avez vu qu'elle emploie le terme de besoin. Alors, il faut faire attention
quand Brundtland emploie le terme de besoin, elle pense aux besoins des plus démunis. Elle pense aux besoins des pauvres. Elle ne pense pas aux besoins des pays riches. Et c'est là où, quand on a une définition qui est très courte, il peut advenir qu'il y ait un certain nombre de dérives. La première dérive, c'est la confusion qu'ont fait les gens du Nord entre besoin et envie. Si je vous montre mon smartphone, est-ce un besoin ou est-ce une envie? Alors c'est plus difficile à distance d'avoir les débats que nous avons eus, par exemple à Bondoukou lors du présentiel, mais au jour d'aujourd'hui, ce qui avant n'était pour moi qu'une envie est peut-être devenu un besoin. Honnêtement, j'aurais pas le smartphone, je ne serais pas capable de communiquer avec vous, vous faire court à WhatsApp, etc. Ce serait en tout cas beaucoup plus difficile pour moi. Une bonne partie de mon activité professionnelle repose sur le smartphone. Une bonne activité de mon activité personnelle, familiale, repose sur le smartphone. Et donc, il faut bien faire attention que ce qui est un besoin à un moment ce qui est, pardon, oui, un besoin à un moment peut en fait ne plus être un besoin à un autre moment, ou ce qui est une envie à un moment peut très bien devenir un besoin plus tard. Je m'explique. Euh, oui. Eh ben, tu peux prendre voilà, pour tous. Si vous voulez intervenir, vous ouvrez votre micro et puis vous parlez. D'accord? Il n'y a pas de problème, bien sûr, hein. Maintenant, donc tu prends la parole, hein, Ibatou, si tu veux. Oui, merci beaucoup. Bon, là, j'ai pas très bien saisi concernant les besoins. Vous avez dit, bon, selon Brundtland, ces Ouais. besoins-là, en 87, bon, sont interprétés, ce sont les besoins des pauvres, des démunis. Oui. Est-ce que, bon, c'est précisé dans le rapport de Brundtland, c'est cette interprétation? Oui. Euh, Quand Brundtland, dans le rapport complet, parlait des besoins, elle parlait des besoins des plus démunis. Pour introduire un cours qu'on fera un peu plus loin, parce que vous avez compris que ce n'est qu'un cours d'introduction. Euh, on va faire référence à ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, par exemple, ou la pyramide de McNiff, on ira plus loin. C'est-à-dire qu'elle pensait aux besoins physiologiques de base. Pour répondre à la question d'Aïbatou, typiquement, moi, j'ai besoin d'eau. Et si je ne bois pas chaque jour, effectivement, je vais mourir. Ça, c'est un besoin fondamental. J'ai des besoins physiologiques, puis j'ai un certain nombre de besoins en termes de santé, de besoins en termes de sécurité, de besoins en termes de bien-être. C'est la pyramide de Maslow sur laquelle on va revenir un grand nombre de fois. Donc là, un besoin, c'est quelque chose sans lequel je ne peux pas vivre. Par contre, je reviens à ce sur quoi Batou me demandait de taquiner un peu. Moi, quand j'ai acheté mon premier smartphone, mon premier téléphone portable, c'était plus une envie qu'un besoin. C'était plus une envie qu'un besoin, parce que j'avais envie d'avoir un beau téléphone portable. Et puis progressivement, c'est devenu quelque chose qui m'a semblé indispensable dans ma vie quotidienne. Mais en fait, si je peux pas me passer d'eau pendant 2 jours, je peux très bien me passer de mon smartphone pendant 2 jours. Si je peux pas me passer d'alimentation pendant plus de 4 jours, une semaine, je peux très bien me passer de mon smartphone ou de mon ordinateur. Ça ne m'empêchera pas de vivre, ou au moins de survivre. Donc, il faut bien faire attention à cette distinction entre besoin et envie. Si je reprends les besoins, ce sont les besoins physiologiques de base ou les besoins sociaux. On reviendra évidemment sur toute cette pyramide-là dans quelques temps. Maintenant, l'autre idée qu'on avait à cette époque-là, c'était la notion de limitation. En fait, euh, à cette époque-là, on prend conscience que la Terre est petite, qu'elle est limitée et que ses ressources sont probablement limitées. Et on commence à mettre en relation l'exploitation de la terre et la démographie. Mais n'oubliez pas qu'on sort d'une crise du pétrole.
et que effectivement, on commence à se poser la question de est-ce que certaines de nos ressources ne sont pas limitées? Et donc, effectivement, c'est l'idée de limitation qui arrive dans les discussions. L'idée de limitation que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. Pour dire les choses autrement, on comprend qu'on est capable d'aller chercher du pétrole de plus en plus loin, de plus en plus profond à l'autre bout du monde. Mais on commence à comprendre aussi que si on continue de le consommer à ce rythme, on tombera en panne de pétrole parce que la Terre ne peut pas nous en fournir au-delà de telles quantités. Et puis on commence à réfléchir sur d'autres exemples, notamment sur la production agricole. Et on se dit, mais si on continue de produire autant sur le plan agricole, on risque effectivement d'avoir des problèmes sur notre potentialité à produire des produits agricoles et des produits forestiers et tous les produits, et il en va de même. Donc voilà cette notion de développement durable qui arrive, mais on parle là de sustainable development. Maintenant, sustainable en anglais, ça aurait pu être traduit en français par soutenable. Ça n'a pas la même signification. Ça n'a pas la même signification parce que soutenable, ça veut dire que l'on va soutenir, ça veut dire je tiens par en dessus, je fais quelque chose qui est léger, qui ne demande que très peu d'efforts. Soutenable, ça veut dire que je vais supporter ça. Ça veut dire que ça va me demander des efforts. Et en fait, là, on a un problème, c'est que sustainable en anglais n'a pas du tout la même signification que soutenable en français. Soutenable en français, soutenir, ça nécessite des efforts. Et en fait, là, lors de la traduction à Montréal, on a été très embêté parce que ce terme n'avait pas d'équivalent en français. Et donc, on ne savait pas trop quoi dire. On ne savait pas trop quoi dire, alors on est arrivé à quoi? Euh, la conférence évolue, évolue, le temps passe, et puis la conférence se termine, tout le monde doit repartir à droite, à gauche, prendre l'avion, et il faut bien trouver un terme pour arriver à traduire. Alors vous savez, quand on n'arrive pas à trouver un terme qui a du sens, on prend un terme qui ne veut rien dire. Alors, en l'occurrence, durable. Durable. Durable, ça veut dire quoi? Durable, ça veut dire qui dure. Et donc, c'est quoi en fait le développement durable? C'est le développement qui dure. Donc, ne cherchez pas à mettre du sens sur durable, ce n'est pas un concept, c'est simplement un adjectif qui ne veut pas dire grand-chose. Par contre, il y a un terme sur lequel je vous demande d'être beaucoup plus vigilant, c'est la différence entre croissance et développement. Soyons clairs, là j'ai pris les définitions du dictionnaire. J'ai pas pris les définitions de science. Ça, par contre, vous inquiétez pas, vous aurez des cours qui vous permettront d'aller à niveau 2 et à niveau 3 un peu ce semestre, un peu plus loin au S2. Bon, simplement dans le dictionnaire de base, en l'occurrence, là, je crois que c'est le Petit Larousse. Vous prenez le terme de croissance, ça vous dit en économie, c'est une augmentation régulière de la production d'une économie. En biologie, c'est l'augmentation continue ou discontinue de la masse ou de la taille d'un individu ou d'un organe. Le dénominateur commun à croissance, c'est augmentation de. Il n'y a de croissance que s'il y a une augmentation de. Qu'elle soit continue, discontinue, que ce soit une augmentation de masse, de taille, de la production, on s'en moque. Une croissance, c'est une augmentation de. Par contre, le développement. Le développement, et on reprend les définitions du dictionnaire. Le développement, c'est un ensemble des transformations techniques, sociales, culturelles, quand on est en économie, qui permettent le prolongement de la croissance économique. Oh là là, ça c'est gênant. Euh, Ensemble des transformations survenues durant le développement embryonnaire qui aboutissent à la formation d'un nouvel individu. En fait, regardez, on va prendre ce qui est positif quand même dans cette définition. Le point commun, une fois de plus, c'est la transformation. Il n'y a de développement économique que s'il y a une transformation. Transformation des systèmes de production.
Pardon, transformation des systèmes de vente, transformation des systèmes économiques dans leur globalité. Si on prend une économie et qu'on la rend plus productive, plus efficiente, ce n'est absolument pas du développement, c'est de la croissance économique. Il faut faire attention de ne pas faire de confusion entre croissance et développement. Quand quelqu'un vous parle de croissance, il vous parle d'augmentation. Quand quelqu'un vous parle de développement, il vous parle de transformation. Et c'est là qu'est le drame, parce que la majeure partie des gens vous emploient le terme de développement économique alors qu'ils ne parlent que de croissance économique. Alors vous allez me dire, mais concrètement, c'est quoi la différence? Eh bien, si vous êtes dans une plantation, mettons de bananiers, si vous voulez faire de la croissance économique, vous allez faire produire plus de bananes à l'hectare dans votre plantation de bananes. Niais. C'est-à-dire que vous allez réduire peut-être les parasites en mettant plus de pesticides. Vous allez peut-être arroser plus. Vous allez peut-être mettre des engrais. Tout ceci ayant pour but de faire grandir les bananes plus vite et mieux. Là, nous sommes dans de la croissance. Si vous voulez faire de la croissance, il faut qu'une usine qui à un moment ait 300 ouvriers passe à une usine de 400 ouvriers et produise un tiers de plus en termes de nombre de voitures, de sacs, de télévisions, etc. Donc, il n'y a de croissance que s'il y a une augmentation d'eux. Par contre, le développement, le développement, c'est différent. C'est effectivement assurer des transformations. Je m'explique. Est-ce que le développement, ça veut dire qu'on va produire plus de bananes? Non, pas forcément. Le développement, ça peut vouloir dire que l'on va produire les bananes de façon différente, en mettant moins de pesticides, en utilisant moins d'eau, en ayant des pratiques agricoles qui sont complètement différentes. Et donc, transformation du système de production ou transformation du système de consommation, transformation du système de crédit, en fait, tout ce qui se rapproche au développement économique, c'est-à-dire ne pas faire comme avant. Et donc, en fait, vous voyez bien que là, nous avons un vrai gros problème. C'est que la majeure partie des collègues confondent, que vous aurez en face de vous, confondront croissance et développement. Je pense que j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Vous, dès que vous avez quelqu'un qui confond les deux termes, vous devez lui dire stop, on arrête, de quoi me parles-tu? Derrière, on reprend ce document. La force du développement durable a été de trouver ce qu'on appelle un schéma conceptuel, ce qu'on appelle un schéma de Vienne en maths. Schéma de Vienne en maths, c'est un schéma où on dit qu'il y a des intersections entre plusieurs domaines. Alors on peut le faire avec tout et n'importe quoi. Les schémas de Vienne, c'est des schémas mathématiques complètement classiques. Bon, on a énoncé que le développement durable, c'était un compromis entre l'économie, la société et l'environnement. Et je dois vous avouer que moi, en tant que chercheur, j'ai été séduit. Moi qui, à l'époque, étais dans le domaine de la recherche en écologie, j'étais très content de parler avec certains de mes collègues en économie. Et effectivement, on a vu qu'on parlait de choses qui étaient très proches. On utilisait des modèles scientifiques qui étaient très proches. C'était la grande émulation des années 95, 90, 95. Et là, on était super contents tous parce que on travaillait de façon pluridisciplinaire avec des gens. Mais je prenais moi aussi, en tant qu'environnementaliste, en tant qu'écologue, un plaisir certain à parler avec les gens des sciences humaines. Parce qu'avec les gens des sciences humaines, effectivement, nous avions des domaines en commun. Et nous pouvions partager tout un tas de choses. Sur le plan scientifique, c'est là où est né ce qu'on appelle le commerce équitable. Le commerce équitable, c'est un compromis entre l'économie et la société. C'est-à-dire quelque chose qui soit
équitable pour la société, mais qui ne soit pas une ruine économique. Alors les termes équitable, viable, vivable, oui, en tant que spécialiste du développement durable, il vaudrait mieux que vous les connaissiez. Mais je vous avoue que je ne mets pas un sens profond sur ces termes-là, parce qu'ils sont quand même un tout petit peu bidons. Je viens de vous parler de la vision synthétique. Cette vision synthétique du développement durable, il faut être honnête. Des années pratiquement 90 à 2000, nous étions tous contents en tant que chercheurs de cette espèce d'émulation d'un champ nouveau qui nous remuait les neurones. C'était génial. Mais par contre, est-ce que ça a eu un effet sur la société? Est-ce que entre les années, on va remonter à Brundtland, est-ce qu'entre les années 90 et les années 2000, il y a eu des progrès? La réponse est non, pas véritablement. Est-ce que entre les années 2000 et 2010, il y a eu des progrès? Est-ce que entre les années 2010 et les années 2020, il y a eu des progrès? La réponse est non. En fait, en 30 à 40 ans, on n'a pas vu, grâce à cette approche, une approche de ce type du développement durable, de réels progrès. Mais c'est normal, puisque la majeure partie des économistes confondent confondent quoi? Ils confondent croissance et développement. Est-ce que la vision consensuelle, je vais vous donner des exemples dans 15 secondes, est-ce que la vision consensuelle, ça existe? Bien écoutez, on va être franc, il n'y a pas beaucoup d'exemples où quelque chose qui est un bienfait environnemental est aussi un bienfait sociétal et aussi un bienfait économique. Vous allez me dire, il existe de l'économie circulaire. C'est pas mal pour l'environnement, c'est pas trop mal pour la société et c'est bien pour l'économie. Oui, c'est vrai. Mais l'économie circulaire présente quand même de grosses lacunes, notamment sur le plan énergétique. Oui, l'économie circulaire, c'est bien sur la matière que l'on utilise, réutilise, sauf qu'il ne faut pas non plus exagérer. Quand vous faites de l'économie circulaire sur du carton, sur du plastique, sur ceci ou sur cela, la moitié du volume est quand même jeté à la poubelle. Donc économie circulaire, mais il y a toujours une consommation. C'est pas un cercle fermé, il ne faut pas exagérer. Puis de toute façon, ça coûte de l'énergie. Quand on vous dit faire de l'économie circulaire, en disant je prends une bouteille de plastique, je la broie, je l'écrabouille, j'en refais une nouvelle bouteille de plastique, c'est de l'économie circulaire. Ouais, mon œil, c'est pas de l'économie circulaire puisque vous avez utilisé pratiquement un tiers du volume de cette bouteille en termes de pétrole pour arriver à broyer l'ancienne bouteille, la déchiqueter, la mettre en paquet, la faire fondre, la faire fondre pour la mettre en balle, puis après en fonderie produire ce genre de bouteille plastique. Donc circulaire, oui, mais faut pas exagérer. Sur une économie, rien ne peut être circulaire à 100%, c'est un mythe. En fait, il y a un seul truc qui arrive à être circulaire, c'est la nature. Sinon, dès que l'homme est là, il n'y a rien de circulaire dans toute cette histoire-là. Donc, cette vision consensuelle du durable, méfiez-vous. Par contre, l'avantage, et ça, il ne faudra pas le nier, c'est que ce schéma, il est retenable, il est mémorisable, et à ce titre, il est bien. Alors par contre, je vais vous pointer la faiblesse consensuelle, le mythe du consensus, la perte de sens et de dérive. Et pour ça, je vais vous prendre quelques exemples. Alors attention, on va considérer que ce que je vous traite, ce sont des fictions. Alors vous allez me dire, mais attends, tes fictions, tu ne nous la fais pas à nous. Ce que tu nous appelles des fictions, c'est pas des fictions. C'est pas des fictions. Ce sont de véritables thématiques. Alors je vais vous parler de la tomate au Maroc. Je vais vous parler du mouton de Nouvelle-Zélande. Je vais vous parler du croissant fertile. Et je vais vous parler des cabosses de chocolat, de cacao, euh, chez les Mayas. Voilà les trois exemples dont je vais vous parler pour vous questionner ce schéma, question à niveau 1 sur ce schéma des trois sphères du développement durable.
Donc, attention, je vous propose aussi ici des situations, bien sûr fictives, mon œil. Même si des ressemblances existaient avec des situations actuelles, vous transposeriez. Alors, en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est, je pense qu'on a tous nos tomates du Maroc, nos moutons de Nouvelle-Zélande. Vous aurez aucun mal là-dessus. Euh, et en fait, simplement, à chaque fois, je vous présente une étude de cas hyper simplifiée, hyper simplifiée, euh, pour que vous puissiez le transposer à des situations qui vous parlent chez vous. Donc, pas de chiffres ici, c'est des fictions, même si la fiction rattrape la réalité, c'est une proposition de récit. Bon. Donc, je vous raconte une histoire. Il était une fois, nous sommes ici au Maroc. Nous sommes ici dans une grande surface à Clermont-Ferrand. J'ai pris cette photo dans une grande surface à Clermont-Ferrand. Cette photo, à l'inverse, je l'ai prise du côté à la limite. Donc, nous sommes au Maroc. Là, c'est une photo. Bon, désolé, elle n'est pas terrible, ma photo. Il y avait un peu de brume. Et là, nous avons des champs de tomates. Et là, nous avons les gens qui ramassent les tomates, qui les mettent dans des petites cagettes. La question que je me pose est bien sûr, est-ce que la tomate du Maroc, que je retrouve sur mon étalage en France, est une tomate qui est bien durable? Alors, je vais essayer de voir ça dans sa complexité. Le Maroc est un pays dans lequel le taux d'alphabétisation, on va dire, c'est pas le meilleur, loin de là. Et effectivement, c'est un endroit où c'est un pays dans lequel le taux d'alphabétisation des enfants n'est pas terrible. Alors, est-ce que la tomate du Maroc a eu un effet positif sur l'alphabétisation des gamins? La réponse est oui. Je crois qu'il faut être honnête. La réponse est oui. Euh, Pourquoi? Parce que les parents ont eu plus d'argent et ont pu plus envoyer leurs gamins à l'école, même si, je dois vous avouer, que dans les plantations que je vous montrais là, j'ai vu plein de gamins travailler en très grand nombre parce qu'ils avaient un avantage des gamins et des dames qui travaillent parce que leurs petites mains leur permettent de bien mieux ramasser les tomates. Maintenant, les tomates peuvent être produites, comme ce que je vous ai montré, en champs, mais en fait, la production de tomates au Maroc, c'est pas tellement ces grands champs, il y a bien pire. C'est c'est les serres. Alors, c'est des serres hors sol. Comprenons-nous bien. On cultive de la tomate alors qu'on n'a pas de sol, on a du sable. Alors on met des grandes baies vitrées ou plastifiées, on met les tomates sur du sable. Alors tous ceux qui est un peu biologistes vont me dire, mais Didier, tu plaisantes, on ne peut pas cultiver de la tomate sur du sable. Ça ne poussera jamais. Non, vous inquiétez pas. On la met sur du sable, on met ce qu'on appelle des asperceurs, des petits tuyaux qui font tomber de l'eau, et que d'ailleurs dans ces petits tuyaux, on a aussi des éléments minéraux. Et en fait, on fait de la culture hors sol. La plante a des racines dans le sable et elle reçoit les nutriments, l'azote, le phosphore, nitrate, phosphate, par le liquide qui lui est donné. Et elle pousse bien. Elle pousse même très bien. Et elle pousse même très vite. Elle pousse même très vite, pourquoi? Ben, elle pousse même très vite. Là, pardon, on n'est plus au Maroc. Là, on est en Algarve. L'Algarve, c'est la zone sud du Portugal qui est collée du côté du Maroc. On a la même chose en Andalousie, où on a ces gigantesques serres qui partent sur des milliers et des milliers d'hectares, vus d'avion, ça brille dans tous les sens, c'est impressionnant. Bon, des serres plutôt plastifiées au Maroc, plutôt avec du plastique sur l'Espagne et sur le Portugal, mais des serres partout, partout, partout. Bon, pourquoi on met des serres? Mais c'est tout simple. C'est pour garder l'eau, de façon à ce que l'eau ne s'évapore pas. Donc, d'un point de vue eau, c'est pas idiot. C'est pas idiot de mettre de l'eau. Donc, dans un premier temps, que pourrait-on dire sur cette question-là? Est-ce que la tomate
Maroc, c'est durable. En gros, est-ce que ça amène un bienfait économique? Oui, dans une certaine mesure, pour les gens qui cultivent la tomate. Est-ce que ça provoque un bien-être sociétal? Oui, dans une mesure, dans une certaine mesure, c'est quand même un bien-être, un bienfait sociétal, car on a déjà, rien que sur ce critère, il y en aurait d'autres, on a des gamins qui peuvent aller à l'école. Est-ce que c'est un bienfait environnemental? Alors là, les choses se dégradent. Les choses se dégradent parce que sur le plan environnemental, déjà, le fait de prélever de l'eau dans la nappe phréatique, même si on en consomme moins, c'est que en fait, on prend de l'eau, on arrose, on met des engrais, et vous avez compris où vont tous les engrais qui n'ont pas été prélevés par les plantes? Elles descendent dans la nappe phréatique. On se retrouve donc dans toutes ces zones-là avec une nappe phréatique qui peut avoir 200, 300, 400 milligrammes de nitrate. C'est-à-dire, normalement, la norme de potabilité mondiale sur les nitrates, c'est 25 milligrammes. Donc là, on a une eau qui est devenue non potable. Donc, que font les gens qui vivent là pour boire de l'eau? Ben, ils sont obligés d'acheter de l'eau en bouteille puisque cette eau n'est absolument plus potable. On va un peu plus loin. On va un peu plus loin. Pour faire ces serres, pour arroser ces serres, pour surveiller ces serres, bien, il n'y a pas de secret. Il va falloir lutter contre les chenilles qui mangent les feuilles. Et tout ça, ça se fait, les chenilles, les champignons. Il va falloir utiliser un grand nombre de pesticides. Et donc, à la pollution liée à l'azote s'adjoint une pollution liée aux insecticides, herbicides et autres produits. Donc, bien-être, bienfait environnemental, jamais de la vie. Puisque quand vous faites ces cultures-là sur une zone, vous savez derrière que vous avez fusillé la nappe phréatique de cette zone pour 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans. Il y a des zones en Andalousie qui ne s'en sont toujours pas remises et où les gens, c'est totalement impossible de boire l'eau de la nappe phréatique. Je vous ai mis ça, peut-être que c'est plus difficile parce que c'est un peu petit. Vous voyez que là, vous avez une serre, comme celle-là, qui est illuminée. Alors, je veux dire, mais pourquoi on illumine une serre? Eh bien, en fait, c'est tout bête. C'est que les tomates, pour fleurir et grossir, elles ont besoin d'une quantité de lumière. Une quantité importante de lumière. C'est pas la quantité de lumière qui est la plus importante, c'est la durée du jour. Et donc, quand vous êtes dans un endroit où vous avez 12 heures de jour, 12 heures de jour, la tomate arrive à peu près à fleurir, mûrir. Mais si vous n'avez plus que 11 heures de jour, et donc dès qu'on est en région intertropicale ou méditerranéenne, la tomate, elle va fleurir, pousser en été, et en hiver, vous n'arrivez plus à la faire pousser. Or, c'est le moment où, en fait, nos Français, nos Européens ont envie d'acheter de la tomate. Et donc, pourquoi? Bah parce qu'on n'en produit plus en France à cette époque-là de la tomate. Donc, on est bien obligé, c'est pas vrai. Nous choisissons d'aller acheter de la tomate au sud de l'Espagne, au sud du Portugal ou au Maroc. Mais pour ça, il va falloir éclairer. Donc, dépenser de grandes quantités d'énergie. Bilan de l'opération, je suis en train de vous dire quoi? C'est que la tomate, sur le plan environnemental, c'est un gouffre énergétique. C'est terrible. La quantité d'énergie, la quantité d'eau, au final, la quantité de pesticides, la quantité d'engrais qu'il faut mettre pour produire une tomate. Alors, vous l'avez compris, là, s'il y a peut-être encore un point commun entre société et économie, je dois être honnête. Il n'y a plus de durabilité puisque vous avez fusillé la zone pour 20 ans, 40 ans ou 60 ans. Là, il n'y a plus de sphère du durable, il n'y a plus de zone de convergence entre ces trois choses-là. Donc il n'y a plus de vivable, plus de viable, et évidemment, il n'y a plus de durable. Le durable se situe pas là, il se situe au niveau environnemental aussi.
Allons encore un peu plus loin. Quand je suis dans cette zone du Maroc où j'ai des champs de tomates extérieurs, on vend la tomate sur les étalages, on a des petits camions qui viennent la distribuer. Tout ça, c'est bien. Dans un sens, ça me choque pas. Parce que cette tomate-là, au Maroc, elle n'est pas complètement dramatique. En fait, si, quand même un peu. Je vous ai montré ici une photo de deux personnes. Nous sommes dans l'Atlas, deux personnes qui regardent leur vallée. Bon, un âne qui regarde sa vallée verdoyante. Tout ça, ça semble bien joli. Mais là, j'ai été vous prendre ceci en haut de l'Atlas, dans un village. Et en fait, ce que j'aimerais essayer de vous faire comprendre, c'est tous ces gens qui viennent travailler au bord de la mer, tous ces gens qui viennent faire la tomate sur le littoral. Pourquoi ils font de la tomate sur le littoral? Mais excusez-moi de provoquer, c'est comme au bon vieux temps des colonies. Ben c'est parce que c'est là où on se met pour produire de la tomate qui va partir en bateau en direction de l'Europe. En l'occurrence ici, en direction de l'Europe. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans tous les villages de moyenne montagne du Maroc? Ben, les villages, ils ont été désertés. Désertés pourquoi? Mais c'est tout bête. Les gens voulaient avoir un minimum de confort, de niveau de vie. Donc ils ont abandonné les villages. Et dans les villages, on n'a plus que des vieux. Je suis désolé de le dire aussi crûment. On n'a plus que des vieux. Et c'est donc, pour moi, une ruine sociale. Si maintenant, si maintenant je vais plus loin, au Maroc, il y a 30 ans, je vous le dis en toute honnêteté, vous alliez en voiture au Maroc, vous laissiez votre voiture, vous la laissiez ouverte, mais jamais ça serait venu à l'idée d'aucun Marocain d'aller vous piquer des affaires dans la voiture. Aujourd'hui, nous avons transformé une société familiale avec des valeurs de travail, des valeurs séculaires, en une société où les gens, je reviens à ce qu'on a dit avant, où les gens effectivement vont à je rembobine tout ça. Les gamins vont à l'école. Ils apprennent à lire, écrire, compter. Ils ont été instruits. Mais en fait, le drame, c'est ont-ils été éduqués? Eh bien, en fait, euh, l'éducation parentale, l'éducation des grands-parents, l'éducation par le village, l'éducation sociale, elle fait défaut. Et effectivement, on voit dans ces zones-là qu'on a des gamins en parfaite déshérence qui, en fait, n'ont plus aucune valeur. Alors si le bienfait économique n'a pas d'effet sur le bienfait sociétal, on est instruit mais on n'est pas éduqué. Eh bien, je dois vous avouer que là, j'ai tendance à dire, ah non, il n'y a pas de point commun entre l'économie et la société. Et derrière, les villages qui sont désertifiés en montagne au Maroc, là on est à peu près à 2000 mètres d'altitude, ben, ils sont désertifiés, c'est fini pour eux, ils n'existent plus. C'est irréversible. Et donc, si avoir développé une économie financière d'exportation sur le bord de mer, en produisant de la tomate, qui va être vendue sur l'étalage des grandes surfaces françaises, si ça c'est du développement durable, je ne m'y connais pas. Puisque ça a ruiné le système social, ça n'a pas amélioré l'éducation, ça a simplement amélioré l'économie. C'est-à-dire donner de l'argent. Mais franchement, croyez-vous que les gens qui travaillent dans les champs de tomates soient plus riches qu'avant? Ils ne sont pas beaucoup plus riches qu'avant. Ils ont peut-être gagné un peu sur le plan financier, mais ils ont totalement perdu sur le plan sociétal. Donc, est-ce que la tomate au Maroc est durable? La réponse pour moi est non, archi non. C'est une ruine environnementale, c'est une ruine sociétale, et économiquement, ça enrichit surtout les pays du Nord qui importent les tomates. Et donc, il faut vraiment faire preuve de sens critique. Par contre, est-ce que la tomate aurait pu être durable? Ah, là, je module.
est-ce qu'on aurait pu faire une tomate durable au Maroc? Peut-être bien que oui, je vous l'avoue. Peut-être bien que oui, si l'argent des profits de la tomate, on l'avait passé à développer une économie dans ces villages. Et ça existe. Et je vous assure, ça existe. Dans certains villages du Maroc, on a redéveloppé la culture, certaines cultures qui produisent des déchets. Ces déchets, on les donne à manger à des truites en bassin. Ces truites en bassin nous font des cacas. Ces cacas nous permettent de remettre de la vase sur les végétaux et de faire en fait une espèce d'économie fermée qui marche très bien. C'est ce qu'on va appeler de l'aquaponie. Mais en fait, l'aquaponie, les Marocains n'ont pas attendu les grands scientifiques pour le faire. Et ils le faisaient depuis la nuit des temps. C'est ce qu'ils faisaient avant. Avant qu'on ne fusille leur système d'économie circulaire. Alors, bien se méfier que ce qui peut paraître un progrès économique peut s'avérer être une ruine socio-environnementale. Je vais maintenant un peu plus loin et on va aller sur quelque chose qui, de par la façon que j'aurai de vous le présenter, pourra s'apparenter à une fiction. Alors les All Blacks, bon d'accord, c'est une référence européenne, vous m'en excuserez. Les All Blacks, c'est l'équipe de rugby qui fait le haka. Ça vous parle ça? Mais la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande, c'est aussi les moutons. Et il y a en Nouvelle-Zélande 3 fois plus de moutons qu'il n'y a d'habitants. Alors je vais vous raconter une histoire. Il était une fois le Rainbow Warrior qui était un bateau, qui était un bateau achalandé par Greenpeace. Et je ne vais pas citer trop de noms, je vais essayer de vous raconter l'histoire comme ça. C'était l'époque où les Français faisaient des essais nucléaires du côté de Mururoa. Et en fait, dans l'archipel à côté de Mururoa, effectivement, euh, le Rainbow Warrior, le bateau de Greenpeace, venait mouiller dans le port d'Auckland de façon à venir tous les soirs ici. Et tous les jours, qu'est-ce qu'il faisait? Il tournait dans la zone d'essai nucléaire pour empêcher les Français de faire péter leurs bombes. Et puis un beau jour, puisqu'il y avait plus que 15 jours pour faire les essais nucléaires avant la fin du protocole de sécurité, eh bien, bizarrement, le bateau de Greenpeace a coulé. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait 2 kilos de plastique qui avaient été placés sur la coque du bateau et qui avaient fait couler le bateau. De ce fait, le bateau de Greenpeace ne pouvait plus aller embêter les essais nucléaires français. Alors, cette version-là, que vous laisserez libre d'appréciation, euh, elle repose sur le fait que, hélas, dans le bateau, 2 personnes sont mortes parce que lorsque la charge d'explosif a pété, 2 personnes étaient près de la coque et ont hélas été tuées par l'explosion. Alors après, ces deux-là, c'est ceux qu'on a appelés les faux époux Turange, qui étaient en fait des agents secrets français et qui étaient là pour surveiller, organiser le plasticage de ce bateau. Sauf que les Français sont parfois un tout petit peu prétentieux et ils avaient oublié que en Nouvelle-Zélande, il y a aussi des agents secrets. Et donc le lendemain matin, 6 heures du matin, quand ils veulent sortir de l'hôtel et repartir, ils se font gauler par les agents secrets de Nouvelle-Zélande et qui leur disent, messieurs, dames, vous allez rester là parce que nous vous soupçonnons fort d'avoir fait couler le bateau. Ce qui était tout à fait vrai. L'histoire l'a montré très vite derrière. Alors on est tombé sur un problème. Que faire pour essayer d'arrondir les angles? Alors, la Nouvelle-Zélande a dit aux Français, bah écoutez, on peut peut-être s'arranger sur le plan économique. Est-ce que vous voulez pas nous acheter des nodules de ferro-magnésien? On va vous les vendre très cher, mais on peut vous vendre ça. En échange de, on va faire comme si on n'avait rien vu.
C'est d'une immoralité totale, hein, ce que je vous dis, vous en êtes conscient. Alors bien sûr, je simplifie et je résume totalement la situation pour la rendre caricaturalement transposable en aussi peu de temps. C'est effectivement un peu plus complexe et on pourra vous remettre les documents plus scientifiquement ciblés. Alors on en arrive à quoi? Ben, on en arrive à dire, eh ben nous, en Nouvelle-Zélande, on a des moutons. Alors en France, on dit, bah ouais, mais nous aussi on a des moutons. Ben oui, mais si vous voulez qu'on résolve notre différend politique, il faudra bien que vous fassiez un geste économique. Alors à l'époque, on ne vend pas le gigot d'agneau à 5,75 €, on le vend à 1 €. C'est-à-dire 2 fois à 3 fois moins cher que ne l'était à l'époque le gigot français. Or, en France, on faisait du mouton. Et on mangeait du mouton. Ben écoutez, franchement, vous croyez que les consommateurs français sont patriotes au point d'aller acheter du gigot à, alors à l'époque, c'était pas des euros, pardon, chez moi j'ai fait un petit lapsus. À l'époque, on l'achetait 2 francs le kilo. Euh, le mouton néo-zélandais il coûtait même pas 1 franc le kilo. Et donc, les Français ont dit, oh, mais c'est bien ce mouton. Il est largement 2 fois moins cher que le nôtre. Puis en plus, il est bon. Ah bah oui, il peut être bon. Les moutons, ils passent leur temps à courir dans les pâturages. C'est pas du mouton d'élevage. Donc effectivement, les moutons étaient tout à fait bons, pas très gras, etc. C'était magnifique. Et donc les Français se sont habitués à manger du mouton de bonne qualité, pas cher. Et puis progressivement, le prix du mouton a augmenté, passant de quelques francs à quelques euros. Maintenant, on est aux alentours d'un mouton. En fait, ça, c'est une diapo que j'ai prise sur un étalage il y a 2 ans. Actuellement, il en existe toujours, mais il est plutôt à 8, 9 € le kilo. Alors, vous allez me dire, bon, ben, qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Alors ça c'est une vue de l'Auvergne. L'Auvergne est un pays volcanique. Là, vous avez un volcan, c'est le Sarcouy. Et là, vous avez le Puy-de-Dôme, c'est un deuxième type de volcan. Là, vous êtes chez moi, en France. Et ce dont on est très fier en Auvergne, c'est d'avoir de jolis volcans. Sauf que, très rapidement, nos volcans se sont couverts de forêts. Et qui a gueulé en premier? Ceux qui ont gueulé en premier, c'était les gens du tourisme. Parce que c'est pas vendable, ça. Vous avez gommé les beaux paysages pour les remplacer par des forêts. Alors, on a dit, bon, c'est dû à quoi, ça? Mais en fait, vous l'avez compris, je pense. Qu'on fait tous les éleveurs français, qu'on fait tous les éleveurs français qui entretenaient ces puits. Les éleveurs français, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient paître leurs moutons sur le sommet des montagnes. Mais au bout d'un moment, quand eux ne peuvent plus vendre leurs moutons à quelques euros le kilo, eh bien, ils disent, bah, tant pis, on va arrêter de faire du mouton, on va faire autre chose. Alors, ils se sont mis à faire autre chose. Au début, ils ont utilisé le lait du mouton pour faire de la feta, un fromage. Vous savez, le fromage blanc grec, la feta, feta salakis, etc. Ben oui, mais bon, les Français vont pas manger de la feta tout le temps. Donc, au bout d'un moment, ils ont dit, bon, écoutez, nous on arrête avec les moutons, ce n'est pas rentable. Donc, les puits se sont enforestés et en 20 ans, 30 ans, tout ceci a été recouvert de végétation. Alors derrière, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a été à la tronçonneuse et on a coupé les forêts qui montaient à l'assaut des puits. Pour faire plaisir à qui? Pour faire plaisir aux touristes. On a coupé ça. Mais c'est du bois de pas très bonne qualité, ça coûte cher à couper, c'est sur les plans des volcans, ça n'a pas un grand intérêt. Et il a fallu à peu près 20 ans pour se remettre. Là, c'est une vue du Puy-de-Dôme, celui que vous avez là. Pour remettre des troupeaux de moutons sur les bords du Puy-de-Dôme. Mais comprenez bien l'imbécilité. Là, on avait signé 20 ans de contrat avec les Néo-Zélandais pour leur acheter leur gigot d'agneau, dont ils ont augmenté le prix de façon honteuse, hein, mais c'est pas grave.
Donc là, les gens qui faisaient du mouton ici, est-ce que leur mouton, ils pouvaient le vendre? Alors désolé, si on était tous ensemble, vous seriez réactifs. Est-ce qu'ils pouvaient vendre leur mouton? Ben bien sûr que non, qu'ils ne pouvaient pas vendre leur mouton, puisque nous avions un contrat d'exclusivité avec la Nouvelle-Zélande. Alors ils étaient obligés de faire quoi? Ben, ils étaient obligés d'exporter leurs moutons, de vendre leurs moutons. De vendre leurs moutons où? Eh bien, ils ont, puisque ce n'était plus possible, ils ont vendu le. Alors, je prends déjà le cas de la France. Ils ont fait d'abord du fromage, de la feta salakis, tout un tas de trucs. Bon, en fait, comprenez bien, 2 kilos d'explosifs en Nouvelle-Zélande provoquent un bien-être économique pour les éleveurs néo-zélandais, mais provoquent une ruine économique pour les éleveurs français, provoquent une ruine sociétale. J'explique pourquoi. Tous les gens qui faisaient des moutons. À cette époque-là, dans cette zone d'Auvergne, nous avions à peu près 140 éleveurs de moutons qui avaient à chaque fois des troupeaux de 150 moutons. Une fois que tout ceci est passé, une fois qu'on a eu à nouveau le droit de produire nos moutons, il n'y avait plus 150 petits troupeaux de 150 moutons. Il y avait une quinzaine de grands troupeaux de 1000 à 1500 moutons. C'est-à-dire que la majeure partie des éleveurs avaient plié bagage et avaient été faire autre chose. Sociétalement, les 2 tiers, les 3 quarts des éleveurs de moutons ont été faire autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas autant de moutons, il y en avait presque autant, mais une ruine sociétale. Sur le plan environnemental, alors, je vous ai mis ça en gros. Ben oui, c'est pas forcément idiot. La forêt a reconquis naturellement les volcans. Et effectivement, sur le plan environnemental, la forêt s'est mise à regrandir sur tous les puits. Ce qui, environnementalement parlant, n'était pas complètement idiot. Ça, c'était pas idiot. Par contre, vous voyez bien que nous avons un schéma où le durable n'existe pratiquement plus, puisque sur le plan sociétal, c'est une véritable ruine. Mais j'ai pas fini mon propos. D'après vous, qu'ont fait les Français des gigots qu'ils ne pouvaient pas vendre? Ben, c'est simple. Ils se sont dit, comme nous, on ne peut pas les vendre. Enfin, vous avez compris peut-être que même les Français payent les bergers pour pâturer, pour pas qu'il y ait de. Ils les payent, alors que la viande ne se vend pas. Et donc la viande, elle est vendue à perte à d'autres pays. En l'occurrence, les premiers pays à qui les Français est vendu, c'est les pays baltes. Et puis, quand les pays baltes ont eu le même problème, parce que vous avez compris, on vend à bas coût le mouton français dans les pays baltes. Qu'est-ce qui s'est produit dans les pays baltes? Tous les gens qui faisaient du mouton ont abandonné l'élevage du mouton. Donc toutes les colonies dans les pays baltes se sont réenforestées, puisque les gens n'arrivaient plus à vendre leurs moutons. Donc, assez rapidement, les gens des pays baltes, ils ont fait comme les Français. Il faut toujours 20 ans pour ça, une génération. Ils ont recoupé le bois qui poussait et ils ont remis des moutons. Et ils ont remis des moutons pour entretenir le paysage. Et derrière, fallait qu'ils trouvent quelqu'un d'autre pour vendre les moutons. Et effectivement, c'est ce que je vous appelle la patate chaude. On se balance la patate chaude. J'ai une patate qui est brûlante, je la balance à l'autre. Et en fait, les pays baltes ont revendu leurs moutons à bas prix du côté de la Roumanie et de ces pays-là. Et en fait, pour 2 kilos d'explosifs, c'est-à-dire un fait politique, on a complètement transformé l'économie agricole et d'élevage en Nouvelle-Zélande. On a fusillé tout un secteur en Europe, d'abord en France, puis dans les pays baltes, puis en Roumanie. Et en fait, ça fait à peu près 50 ans que l'histoire dure et qu'on n'en s'en est toujours pas remis. C'est quand même assez dramatique qu'un fait politique, pardon, puisse à ce point désorganiser cet ensemble-là. Un nouvel exemple. Nous sommes à la période
de la civilisation sumérienne, c'est-à-dire l'actuel Iran-Irak, plus précisément, essentiellement en Irak. Nous sommes dans ce pays où on a deux grands fleuves, l'Euphrate et le Tigre. Nous sommes, il y a quelques milliers d'années, dans ce qu'on appelle le croissant fertile de la Terre, l'un des sites sur lesquels nous avons inventé l'agriculture. Nous avons inventé l'agriculture. Quand je dis nous, c'est les hommes, les Sumériens. Voyez l'allure de cette région, c'est pris ici ça. Voyez l'allure de cette région aujourd'hui. Dans cette région, est-ce qu'il y a encore le vert foncé? Normalement, c'est de la forêt. Est-ce qu'il y a encore de la forêt? La réponse est non. Il n'y a plus un pet de forêt. Savez-vous pourquoi n'y a-t-il plus de forêt? Ben, il n'y a plus de forêt là, tout simplement parce que les Sumériens en ont eu besoin pour faire quoi? Pour défricher les zones sur lesquelles ils voulaient cultiver, mais aussi pour utiliser le bois des cèdres centenaires. Un cèdre centenaire ou tricentenaire, ça fait jusqu'à 3 mètres de diamètre. C'est énorme. Et en fait, ils ont utilisé ce bois pour faire quoi? Bah, pour faire les chariots, pour faire les routes, pour faire les maisons, pour faire les bateaux, pour faire tout ce dont ils avaient besoin. Ils ont donc rasé pour partie la forêt pour fabriquer tous leurs ustensiles de logement, transport euh, avec les animaux, sans les animaux, fluvial, etc. Donc, d'accord, déforestation. Mais n'oubliez jamais que la principale utilisation du bois de ces cèdres, c'était pas tellement la construction, c'était surtout de les brûler pour avoir de l'énergie. Et effectivement, la civilisation sumérienne s'est développée en utilisant comme source d'énergie le bois. Mais ça vous explique que les collines soient toutes blanches, désertiques. Maintenant, regardons un petit peu sur les bords de l'Euphrate. L'eau ici est bleue, on est là. Ici, on est un tout petit peu plus bas. Voyez l'allure que ça a. C'est un peu vert sur le bord, mais si vous regardez à une autre période de l'année, il n'y a plus d'eau ici, et toute la partie sur le bord, c'est de la croûte désertique. Alors en fait, je vais vous expliquer. C'est tout bête. On a fait de l'agriculture avec irrigation pendant plus de 2000 ans. Les Sumériens ont inventé l'irrigation. Et donc ils ont pris l'eau de la rivière et ils ont irrigué les bords comme vous voyez ici. C'est une bonne idée, ça permet de faire de l'agriculture. Mais le problème, c'est que même dans de l'eau douce, il y a toujours des éléments minéraux. Et si vous versez cette eau douce sur de la terre, si vous la versez, l'eau va s'évaporer, mais les sels minéraux vont rester dans le sol. Et progressivement, vous le voyez d'ailleurs à la couleur, on a une croûte de sel qui s'est fabriquée progressivement d'année en année. Si bien que, au bout de 2000 ans, cette zone était une zone salée, désertique, sur laquelle il était totalement impossible de faire de la culture. Et en fait, soyons clairs, c'est la première pollution connue, référencée en lien avec l'agriculture. On est passé de forêts avec des troncs immenses à une zone désertique. En fait, quand vous regardez l'Irak actuel, il faut bien comprendre que c'est une zone de grande destruction. L'Irak de l'époque, il y a 3 4 000 ans, c'était un Irak qui était verdoyant. Les fleuves étaient riches, il y avait de la verdure partout et on cultivait dans une opulence totale. Simplement, on avait oublié un détail, c'est que les arbres ne repoussent pas aussi vite et que quand vous prenez de l'eau et que vous irriguez, vous fabriquez une croûte salée.
Et la civilisation sumérienne s'est, hélas, progressivement éteinte. Elle a développé son économie. Elle avait plutôt développé la société, mais vous allez voir qu'elle va s'effondrer. Mais elle avait oublié que l'environnement impose ses limites. Et en fait, l'économie s'est développée, la société s'est développée dans un premier temps. On avait les grandes villes, les grandes civilisations, Uruk, etc. Des villes gigantesques. Mais progressivement, quand on n'a pas pu nourrir tous ces gens, eh bien, ça a provoqué un certain nombre de guerres civiles, de dépendances, et les civilisations, faute d'alimentation, entre autres, faute d'énergie aussi, se sont purement et simplement entretuées et éteintes. C'est le mythe du développement durable. Nous allons aller en Amérique du Sud du côté des Mayas. Les Mayas ont, comme les Égyptiens, fabriqué de merveilleuses pyramides. C'est une civilisation fantastique. Et vous avez là aujourd'hui ce qu'il reste de la civilisation maya. Je vous ai juste mis une référence, je vous en mettrai beaucoup plus bien sûr. Jared Diamond, effondrement, pardon, je l'ai dit en anglais, mais on l'a en français aussi. Donc, le, il a étudié ça. Je vous donne donc la thèse de Jared Diamond, la vérité étant un peu plus complexe que celle qu'il énonce. Chez les Mayas, on a toute une cosmologie très importante qui est basée sur le pouvoir, la guerre, la puissance. Et en fait, le cacao est là, mais le cacao n'est pas le cacao que vous avez. Le cacao, la fève de cacao, c'est l'unité de mesure financière. En fait, la fève, c'est leur franc. C'est-à-dire que une année où il y a beaucoup de cabosses, on produit beaucoup d'argent. Et une année où il n'y a pas beaucoup de cabosses, on produit peu d'argent. En fait, en Amérique du Sud, on avait le droit de faire sa propre monnaie en fonction de ce que donnaient les cacaoyers. Et donc, quelqu'un qui avait envie de beaucoup d'argent, il faisait quoi? Eh bien, il produisait plus de cacao de façon à ce que les cabosses aient plus de graines. Ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, ça. Mais on avait oublié un truc. Tout d'abord, la spéculation. C'est que si on a beaucoup de gens qui produisent des cacaoyers, là, le prix de la fève de cacao va diminuer. Et donc, on a des gens qui se sont retrouvés à avoir stocké de très grandes quantités de fèves, alors que ces fèves ne valaient plus rien. Et puis, en 3 ans, on a eu un problème. Le problème, pardon, était d'ordre climatique. On a eu 3 ans de suite où il a fait très sec sur l'Amérique du Sud. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Euh, Pardon. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les cacaoyers ont donné beaucoup moins de cabosses. Et les gens avaient déjà de l'argent dévalué. Donc, quel a été le problème? C'est que les gens n'avaient plus d'argent. Ayant moins d'argent, dans un peuple qui est très lié aux aspects guerriers, eh bien, le peu d'argent qu'il y avait, ils ont préféré se le disputer et faire toutes ces guerres qui ont réduit en quelques centaines d'années l'empire maya à un empire totalement abandonné et désertique, avec tous les temples mayas, dont on a d'ailleurs perdu complètement l'idée qu'ils aient pu exister un jour. Car, regardez bien, c'est 1500 ans avant Jésus-Christ. Et l'Empire Maya s'est écroulé il y a quelques 1000 ans. Et donc, il avait explosé, et il s'est éteint. Une civilisation peut s'éteindre faute d'avoir respecté certaines règles environnementaux sociétales. On pourrait multiplier les exemples ici. Alors en fait, on a fait évoluer quelque peu ce schéma en disant, bon, vous voyez bien que le développement durable, c'est pas uniquement l'économie, la société, l'environnement, c'est aussi les questions de gouvernance. Oui, mais alors vous appelez, c'est quoi la gouvernance pour vous? Ça correspond à quoi? Alors on a
a été un peu plus loin et on a dit, vous savez, la gouvernance, c'est peut-être un espèce de compromis entre la décision politique et la décision éthique. Est-ce qu'on peut être politique sans être éthique? Oui, bien sûr. On peut avoir un politique qui prend une décision politique courageuse. Je donnais l'exemple quand on était à Bondoukou de cette question qui était, j'ai pris l'exemple de Badinter en France. Badinter en France a fait passer la loi sur l'arrêt de la peine de mort alors que il y avait un odieux personnage en France qui s'appelait Philippe Henry, qui avait tué un gamin, qui s'en était presque vanté à la télévision. Euh, et en fait, toute la France n'avait plus qu'une envie, c'était de voir ce type odieux se faire couper la tête, puisque à l'époque, en France, on guillotinait encore les gens. Et en fait, Badinter a pris une décision, je vais supprimer la peine de mort. A-t-il pu la supprimer en décidant? Il était simplement garde des Sceaux. La France pourrait d'ailleurs prendre une leçon de démocratie au jour d'aujourd'hui là-dessus. Les deux tiers de la Chambre des députés en France étaient pour la peine de mort. Un tiers était contre la peine de mort. Et en fait, il y a eu 2 mois et demi de débat d'une part dans la Chambre des députés, d'autre part au Sénat, pour convaincre les gens qui, effectivement, après plusieurs mois de débat, ont décidé que la décision, la proposition de Badinter allait être votée par la France et que la France supprimerait la peine de mort. Ce que j'appelle une décision politique courageuse, c'est lorsqu'un politique va avant l'opinion publique, la précède et arrive à convaincre un peuple. Ça, c'est une proposition politiquement courageuse. Derrière, effectivement, il y a des règles d'éthique. Alors, les règles d'éthique pour cette gouvernance, je vais vous parler moi en tant que Français. En tant que Français, moi, ce que j'attends d'un politique, c'est pas qu'il fasse du populisme. C'est-à-dire, c'est pas qu'il se soumette à l'avis du peuple, mais c'est qu'il voit le bien-être, le bienfait d'une politique pour le plus grand nombre des gens. Vous comprenez que je ne peux être qu'exaspéré par la situation calamiteuse de la France aujourd'hui. Mais on y reviendra d'ailleurs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est, sauf si quelqu'un veut prendre la parole, je recoupe le son, je désactive le son pour Kofi. Voilà. Euh, donc, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Une décision politiquement courageuse, c'est d'aller pas forcément dans le sens de ce que veulent tout le monde, le populisme. Par contre, il y a des décisions qui sont prises pour des raisons éthiques. Et en fait, l'éthique est la façon dont on a de juger des situations, mais l'éthique est personnelle. Et donc, effectivement, pas un compromis, mais c'est une décision qui peut être éthique, mais politiquement inacceptable à un moment, d'où l'interaction entre l'éthique et le politique. Maintenant, ce qui est dans ce schéma, ce qui a été rajouté dans ce schéma, donc là, je rajoute la sphère de l'éthique et du politique, bonne gouvernance, démocratie participative. On a dit, mais ce schéma, euh, ben, il faudrait qu'il tienne compte du présent, mais il faudrait aussi qu'il tienne compte du futur. Et donc, ce qui est vrai aujourd'hui, est-ce que c'était vrai hier et est-ce que ce sera vrai dans le futur? Autre interrogation. Est-ce que, sur le plan spatial, est-ce que ce qui est vrai ici, chez moi, c'est vrai à l'échelle mondiale ou c'est vrai dans un village à un autre endroit? Voilà des questions que nous nous sommes posées. Attention, ce schéma, c'est les années 2000-2010. C'est des schémas qui sont déjà, on va être honnête, complètement dépassés. Donc, ce schéma, vous avez compris, on a fait évoluer le schéma des trois sphères. Alors, c'était une erreur, et on reviendra d'ailleurs à ce genre d'erreur pour gérer le temps,
Ouais, je vais d'abord aller à ça, je reviendrai à cette diapositive dans quelques secondes. Parce que tout le monde a la vision que l'on a, ce que l'on a en France ou dans les élites africaines sur le développement durable, c'est les trois sphères. Alors je peux vous jurer que non, pas du tout. Je vous prends l'exemple des courants d'éducation relative à l'environnement, c'est-à-dire en Amérique du Nord, dans un certain nombre d'endroits en Amérique du Sud. Les gens disent, et je partage cet avis, qu'il y ait une sphère socio-économique et une sphère environnementale, je suis d'accord. Par contre, ces gens-là disent quoi? Mais vous êtes idiots de vouloir séparer la sphère sociale de la sphère économique. La sphère sociale n'est pas au service de l'économie. S'il y avait une sphère qui était au service de l'autre, ce serait la sphère économique qui soit au service de la sphère sociale. Et donc, qu'il y ait des contraintes économiques, qu'il y ait des contraintes sociales, oui, mais on ne va pas faire une sphère économique. Est-ce que votre but, vous, c'est d'enrichir le serpent monétaire? Est-ce que votre but, vous, c'est de réduire le déficit de votre pays? Est-ce que votre but, vous, c'est d'augmenter le PIB de votre pays? Ben, la réponse est non. Vous, l'économie, est au service de votre vie sociale. Est-ce que vous vivez pour accumuler des euros, des dollars ou des francs CFA? Ben, globalement, non. Ou alors, on a un problème. On ne vit pas pour accumuler des richesses, on vit pour vivre mieux. Du moins, c'est mon cas. Mais vous avez compris que ce n'est pas le cas de ceux qui veulent faire de la croissance économique. Et pour qui faire de la croissance économique est le moyen d'accroître leurs bénéfices. Donc, d'accroître la sphère économique, pensant que la sphère économique va favoriser la sphère sociale. Alors cette vision de vous gagnez plus d'argent, vous êtes plus heureux, je suis désolé, mais on va voir que quand on n'a pas d'argent, il est difficile d'être heureux à voir. Mais par contre, quand on a un peu d'argent, est-ce qu'on est plus heureux? Pas forcément. Quand on a beaucoup d'argent, est-ce qu'on est plus heureux? Pas forcément. Et en fait, il va falloir dissocier cette sphère économique du bonheur et du bien-être social. C'est deux choses différentes. Et d'ailleurs, dans le cadre de l'éducation relative à l'environnement, les gens vous disent, mais c'est quoi notre vision du monde de demain? C'est, on va déjà, nous, être bien par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire mon identité personnelle. Je vais déjà être bien dans ma tête, bien dans mon corps. Quand je serai bien dans ma tête et bien dans mon corps, je vais être bien dans ma relation d'altérité aux autres, c'est-à-dire bien avec les gens de ma rue, bien avec les gens de ma classe, bien avec les gens de mon université, bien avec les gens de mon pays, bien avec les gens éventuellement d'autres pays. Voilà ce que je vais cultiver, c'est-à-dire la relation aux autres, l'altérité humaine. Et quand je serai bien avec les autres, eh bien, je vais cultiver quelque chose, c'est le bien avec le bien-être avec mon environnement. Et en fait, effectivement, on a des relations directes entre ma sphère personnelle et les autres, entre les autres et l'environnement, et entre moi-même et l'environnement. Voilà fondamentalement comment les gens voient non pas le développement durable parce qu'ils le réfutent. Au Nord Canada, dans la partie anglophone et francophone d'ailleurs, ils disent le concept de développement durable n'est pas un concept acceptable. Parlez-nous du monde de demain. Parlez-nous de l'éducation relative à l'environnement. Je vais déjà être bien dans mon corps, bien avec les autres et bien dans mon environnement. Et tout le monde a bien compris là-bas que si l'environnement s'écroule, eh bien, ça a des effets directs sur la construction de l'identité. Si l'environnement s'écroule, ça a des effets directs sur la société. C'est mine de rien ce qu'on vient de montrer dans les exemples concrets qu'on vient de montrer. Maintenant, d'autres personnes ne pensent pas du tout comme ça. Des gens disent, mais votre développement durable, c'est pas, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il y a des trucs qu'on sait.
c'est ce qu'on va appeler des savoirs de référence. Quand on ne le sait pas, ça va devenir une controverse scientifique. Donc, il y a des choses qui sont de l'ordre de la controverse scientifique ou des savoirs scientifiques, que ce soit en écologie, en économie, dans les sciences sociales. C'est pas la question de savoir de quelle science il s'agit. Derrière, il y a des controverses scientifiques qui peuvent être transférées dans la société. Ça va devenir des choses beaucoup plus pauvres, c'est-à-dire des questions socialement vives. Je vous donne un exemple. Quelque chose qui est discuté chez les scientifiques, c'est la notion de changement climatique. On va parler de changement climatique et pas de réchauffement climatique, car le changement climatique actuel recouvre des dimensions qui tiennent d'une part à l'augmentation de la moyenne des températures, le réchauffement, mais d'autre part à la variation sans arrêt de ces moyennes. On reprendra ça dans un cours sur les changements climatiques promis. Et donc en fait, quand on dit le réchauffement climatique, c'est pas vrai. Le réchauffement climatique peut se manifester à un moment donné par une augmentation moyenne de la température, mais surtout des écarts. Dit en d'autres termes, le changement climatique prévoit que dans les périodes chaudes, il fera encore plus chaud et encore plus sec, et que dans les périodes froides, il fera encore plus froid et encore plus pluvieux qu'auparavant. Et donc, ce serait dommage de laisser croire qu'il ne s'agit que d'un simple réchauffement. Bon, après, on viendra. C'est que ces QSV, on va les transférer à l'école. Alors, si vous me demandez réellement, moi, ce que j'appelle du développement durable, je vous ramène à ce schéma. Ce que je critique très fortement dans ce schéma-là du développement durable, c'est que on va prendre un certain nombre de connaissances. Certaines peuvent être de l'ordre du développement durable. D'autres sont complètement hors sujet. La loi de l'offre et de la demande en économie. Plus quelque chose, plus quelque chose est rare, plus c'est cher. Plus c'est cher, plus je vais le chercher. Prenez l'exemple du poisson. Vous avez moins de morue. Bah, que font les pêcheurs? Comme la morue est plus chère, ils vont la pêcher. Donc, comme ils vont la pêcher de plus en plus et qu'il y en a de moins en moins, la morue finit par s'éteindre. Donc, la loi de l'offre et de la demande, c'est bien une loi d'économie, mais c'est tout sauf une loi d'économie durable. C'est au contraire une loi qui n'est pas une loi de durabilité. Je pense que c'est bon pour tout le monde, ça? Tout le monde comprend bien cet aspect-là? Si maintenant, je vais un peu plus loin. Bon, je pourrais vous donner d'autres exemples, mais je vois que le temps s'écoule. D'autres exemples en environnement, d'autres exemples en société. Maintenant, l'erreur qu'on a faite sur ce schéma, c'est de laisser croire qu'il suffisait d'aller chercher des connaissances dans une bibliothèque, je vous ai mis un gros tas de bouquins, et de prendre les bons bouquins pour être capable de construire les notions de développement durable. C'est bidon. Parce que les bouquins, les trois quarts de ces bouquins sont hors sujet. Donc il faudrait prendre dans ces bouquins les bouquins qui sont vraiment dans ces intersections et même dans les bouquins les pages qui correspondent au développement durable. Et croyez-moi, elles ne sont pas nombreuses. Donc en fait, quand on prend un mélange de savoirs environnementaux, de savoirs sociétaux, de savoirs économiques, et qu'on met, par exemple, une couche d'économie, une couche de société, une couche d'économie, une couche de société, une couche d'économie, et que dessus on met une couche d'environnement pour faire ce magnifique millefeuille, eh bien, on a fait ce qu'on appelle du greenwashing. C'est-à-dire qu'on a noyé des connaissances d'économie et des connaissances sociétales par un nappage environnemental, mais ça n'a que l'apparence environnementale, ça n'a absolument pas la valeur. En fait, pour arriver à faire du développement durable, faut pas prendre n'importe quel livre et n'importe quelle page. Il va falloir choisir
Alors là, je vous ai pris la métaphore culinaire. Pour un Français, j'en suis désolé, mais c'est trop porteur. On a pris du vinaigre, on a pris de la moutarde, on a pris de l'huile, on a mis ça dans un bocal, on a secoué, 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 ça donne une vinaigrette. Mais si vous avez mis trop de vinaigre, mettons trop d'économie, votre vinaigrette sera dégueulasse. Si vous n'avez pas assez mis de moutarde, votre environnement sera effectivement tronqué. Et donc, en fait, déjà, pour faire une vinaigrette, il faut être capable de prendre les bons ingrédients dans les bonnes doses. Mais il faut aussi être capable de les associer. C'est pour ça que je vous parle de faire une mayonnaise. Moi, j'ai jamais réussi à faire une mayonnaise, je suis vraiment très mauvais. Pourtant, j'ai tous les ingrédients, ma femme me donne tout ce qu'il faut. Et à chaque fois, j'ai une espèce de truc qui ressemble pas à ça. Donc, j'ai décidé de prendre la photo de ce qu'elle avait fait et pas la mienne, parce que moi, ça fait une espèce de coulure moche. Simplement parce que je n'ai pas le savoir-faire, le tour de main. Et donc, à la question, est-ce que le développement durable n'est qu'affaire de savoir? La réponse est non. C'est des savoirs, mais pas n'importe lesquels. Ces savoirs, il faut déjà les choisir, les trier, et il faut les associer. C'est-à-dire que c'est des savoirs, mais c'est aussi des savoir-faire. Mais c'est aussi des savoir-être. Des savoir-être, c'est-à-dire que il ne va pas suffire d'être capable de prendre des savoirs, des savoir-faire. Il va falloir avoir des bases d'éthique, ne pas dire n'importe quoi pour ne pas faire n'importe quoi. Je reviens à cela maintenant. Alors, si vous me demandez ce que c'est que le développement durable, eh bien, je vous dirais, le développement durable, avant tout, c'est une histoire de compétences ou de domaine de compétences. Là, nous sommes dans les années 2013-2015, où on nous a demandé de raisonner sur les compétences. Les compétences, on nous a dit dans les universités françaises, euh, j'avais un peu pour fonction de coordonner le travail de recherche là-dessus, on nous a dit, vous allez essayer de nous définir le développement durable. Au début, on nous a dit, vous travaillez sur les connaissances. Puis on a très rapidement compris que c'était idiot. Alors on a travaillé sur les compétences. Et on est tombé là-dessus. Le développement durable, c'est la question de voir les choses dans leur ensemble, de voir les choses de façon systémique, c'est-à-dire de poser les bons problèmes. Puis, deuxième chose, je vais le grossir un peu. Donc, systémique, voir les choses dans leur globalité. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes en train de vous poser la question du tri des déchets, est-ce que la question du tri des déchets montre que vous avez une vision systémique d'une question de développement durable? Non. Parce que si vous êtes en train de parler du tri des déchets, vous êtes en train d'apporter une solution, le tri, à un problème mal posé, celui des déchets. Je m'explique. S'il y a des déchets, c'est qu'on a produit des déchets. Et donc, au lieu de continuer de façon schizophrénique à vouloir trier des déchets, l'intelligence serait de poser le bon problème. Apprenons à ne pas consommer des trucs qui produisent des déchets. Arrêtons de consommer des bouteilles plastiques qui produisent des déchets. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas le faire parce que vous allez voir, ce n'est pas si facile. Ce serait trop facile et trop prétentieux de ma part de vous donner des solutions toutes faites qui ne marchent que dans le Nord. Donc, mais globalement, posons bien le problème. Si vous voulez pas avoir des bouteilles plastiques, ben, faut déjà pas les consommer, pas les acheter. Mais parfois, on n'a pas le choix. Mais si vous n'avez pas le choix, ben, faudrait déjà apprendre à ne pas les produire. Et donc, en fait, si vous posez bien correctement la question, si vous ne voulez pas avoir à gérer des déchets, faudrait déjà pas les produire. Donc, voir les choses de façon systémique dans leur complexité. Le premier travail que vous aurez à faire dans cette vision systémique, c'est d'apprendre à problématiser et à voir les choses de façon systémique. Vous inquiétez pas, on aura un certain nombre de cours. Derrière, la question est celle de la prospective. Je ne fais qu'une courte introduction tout de suite. Quand je vous parle du monde de demain, si je commence à tracer une courbe de là à tel moment, j'ai
telle démographie sur la Terre, à tel moment telle démographie, à tel moment telle démographie. Et je vous dis, bon, dans 20 ans, que sera la démographie? Vous allez me dire, ben, vous allez continuer à droite. Ce sera toujours la même chose. Ça, c'est avoir une vision en perspective. C'est-à-dire, je continue de faire comme avant. Mais vous l'avez bien vu, il y a une incertitude totale. Est-ce que vous aviez prévu la crise du Covid? Est-ce que vous aviez prévu les subprimes? Est-ce que vous aviez prévu tout un tas de choses? Non. La majeure partie des crises qui nous touchent, nous ne les avions jamais prévues. De ce fait, comme nous ne les avions jamais prévues, on n'a pas prévu de plan B. Et en fait, la prospective, c'est envisager des scénarios alternatifs à une condition, c'est qu'on les ait travaillés à l'avance. Car si on ne les a pas travaillés à l'avance, c'est foutu. Si maintenant, je prends le troisième grand domaine. Le troisième grand domaine, c'est celui des changements. Je fais partie des gens qui pensent que le monde ne va pas mieux aujourd'hui qu'hier et que moi, j'aimerais bien choisir les changements qui arrivent plutôt que de les subir. Je suis tout à fait conscient que certains changements sont perceptibles. Le changement climatique est aujourd'hui perceptible. Les changements liés, on va dire, à la biodiversité commencent à être perceptibles. Certains changements liés à la famille, dans toute sa diversité, hein, attention, je ne parle pas de la famille européenne. Certains changements liés à la société, je vais prendre plus généralement, sont non perceptibles aujourd'hui. Certaines choses sont réversibles, d'autres sont non réversibles. Franchement, les changements climatiques, il est une évidence que je vais prendre pour la France pour éviter de parler dans la diversité de vos trois pays, en France, ce qu'on sait, c'est qu'en 2050, on aura une température plus élevée avec des écarts plus importants. Ça, on en est sûr. Ce qu'on ne sait pas, c'est si ce sera par rapport au jour d'aujourd'hui, hein, 2020, 2024. On ne sait pas si ce sera 1,2 degré de plus ou 2,3 degrés de plus. Qu'est-ce que ça change? Ah, ça change tout. 1,2 degré de plus, c'est le climat qu'on a à Marseille. 2,3 degrés de plus, c'est Tunis. Donc, des choses qui sont complètement différentes. Donc, moi, ce que je peux vous jurer, c'est que demain, le monde ne sera pas pareil. C'est la vision prospective. Le monde ne sera pas pareil. Et en fait, on va devoir se poser la question de savoir, est-ce qu'on est en train d'essayer de faire mieux qu'avant? Est-ce qu'on est en train d'atténuer les effets de ce qu'on fait? Est-ce qu'on est en train simplement de nous adapter au changement climatique? Ou est-ce qu'on est véritablement en train de vouloir faire des transformations? Eh bien, ça va être tous les choix éducatifs qui vont vous arriver. Maintenant, sur le plan des compétences, on est bien d'accord qu'il faut changer. Individuellement ou collectivement. En fait, le problème ne se pose pas comme ça. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Il va falloir que les individus changent, mais aussi que les collectivités, les États changent. S'il y a l'un des deux qui ne fait pas la maille, le système va s'écrouler. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. On ira beaucoup plus loin dans toutes ces compétences-là. Je vous donne juste un point de repère. Votez quand même à l'échelle du Conseil européen depuis 2015. C'est On est en train de passer d'un monde de compétition à un monde de coopération. J'ai pas le temps de vous l'argumenter ce soir. Ça vous saute pas aux yeux, mais pourtant, euh, effectivement, je dirais que avant de se partager un gâteau, il faut l'avoir construit, il faut l'avoir produit, cuit, diffusé, etc. Et qu'il y a beaucoup plus de coopération qu'on ne le croit sur Terre, beaucoup plus de coopération que de compétition. Mais ça, il va falloir rééduquer tout le monde à ça. Et en fait, regardez bien, le développement durable, c'est systémique et prospective. Qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce qui va moins bien? Qu'est-ce qui va mal? Ensuite, ici, les sphères du changement individuel et collectif, c'est comment je veux changer. Et la sphère bleue, toutes ces compétences du domaine de la responsabilité et de l'éthique, c'est pourquoi je veux changer. En deux mots, pourquoi, vers quoi je veux aller changer, ou pourquoi en un seul mot, quelle est la raison réelle qui fait que je voudrais changer. Voilà fondamentalement ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui.
Alors, en réponse, euh, est-ce que c'est un concept? Ben non, c'est pas vraiment un concept parce qu'on ne l'a pas assez conceptualisé. Est-ce que c'est un oxymore? Oui, plutôt. C'est plutôt un oxymore, donc il faudrait mettre du sens. Le développement durable, vu comme un compromis entre les trois sphères centrées sur les savoirs, je n'y crois pas un seul instant. D'autres cadres de lecture, oui, il en existe. Ceux de l'éducation relative à l'environnement, qui ne séparent surtout pas la sphère économique et sociale. Les sphères des questions socialement vives qui vous disent, mais écoutez, on s'en moque, que ce soit de l'environnement, de la société, de ceci, de cela. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui est dans la sphère de la société et qu'est-ce qui est dans la sphère de la science. Donc, sciences humaines et sciences dures. Le développement durable, vu comme un truc qui est produit ou vu comme un processus? Je le vois moi comme un processus, c'est-à-dire comme un processus de transformation continuelle dans lequel je vais mobiliser des compétences. Et derrière, quel va être le lien avec les 17 objectifs de développement durable? Eh bien, ça, ce sera pour le cours de la prochaine fois, qui sera d'ailleurs un cours enregistré, mis à distance, pour vous permettre d'avancer. Voilà ce que je comptais vous raconter aujourd'hui. J'espère que ce que j'ai fait était à peu près accessible. Certains d'entre vous est arrivé en cours de route, c'est pas grave. Certains d'entre vous aujourd'hui n'avaient pas pu vous libérer, c'est pas très grave. L'important, c'est que lorsque vous avez loupé une classe virtuelle, vous puissiez aller la rattraper. Donc, comme ce qui vous a été expliqué, à l'issue de cette classe virtuelle, je vous enverrai à tous les gens inscrits au master un lien avec le lien de téléchargement. Vous ferez attention, ne confondez pas les liens Zoom sur lesquels on va faire les classes virtuelles, des liens de téléchargement YouTube sur lesquels vous allez télécharger des vidéos. Sur YouTube, vous allez regarder des vidéos. Sur le site du Réunifed, je vous Eh, montrerai ça la prochaine fois, vous allez aller don't worry. télécharger des films. No, Vas-y, pose ta question. no, Britain, no, Katagana. Vas-y, That's pose me, ta... okay. There, I'm going now. Tell Oui, you, any, Takati, said you guys. Takati. What's I'm not attends. telling you that. Takati. Oui, Tu I'm not. j'ai pas compris ce que tu disais, Touré. Didier, non, c'est une fausse manœuvre, c'est pas la Je peine. pense, voilà, pardon, je vais désactiver le son de Touré parce que je pense qu'elle avait oublié de remettre son. Voilà. Donc, pour faire simple, donc la règle du jeu, je vais clore la classe virtuelle de ce soir. La règle du jeu, c'est je vais vous renvoyer un certain nombre de choses et vous aurez en fait des ressources à aller consulter. Ces ressources seront mises à une adresse web qui est sur le site du Réunifed. Sur le site du Réunifed, vous aurez en téléchargement des fichiers qui vont être des fichiers PDF ou des liens vers des vidéos YouTube ou d'autres fichiers. Donc, distinguez bien les ressources qui sont mises sur le site du Réunifed, UE par UE, et qu'on va alimenter au fur et à mesure des classes virtuelles. Cette classe virtuelle était la première classe virtuelle de l'UE 15. Et là, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai fait la fois dernière à distance en enregistrement. C'est à vous d'aller consulter cette vidéo qui est mise sur YouTube. Euh, Chaque UE a un déroulé. Il y a des classes virtuelles. Là, je vais être clair sur cette classe virtuelle. Cette classe virtuelle est une classe virtuelle d'introduction. C'est une classe virtuelle qui a été faite pour remplacer des choses que l'on a fait, par exemple, à Bondoukou. Certains collègues de Bondoukou, vous n'avez rien appris, je crois, de nouveau, ou très peu appris de choses nouvelles par rapport à ce que vous aviez fait la fois dernière. Cette classe virtuelle a pour but de vous donner un cours d'introduction pour permettre à des gens qui avaient loupé les premiers présentiels de vous remettre à flot sur le B.A.-ba. Par contre, il est très clair que on ne peut pas aller au cours 2, 3, 4, 5 si on n'a pas regardé cette vidéo dans son intégralité. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Y a-t-il des questions dans les 2, 3 dernières minutes avant qu'on ne se quitte pour cette soirée? Oui, Vas-y, Jean, Jean Kouassi de la Côte d'Ivoire. bien Alors, sûr. ma préoccupation,
c'est par rapport à l'explication que vous avez donnée à l'éthique et à la politique. Ouais. Concernant la gouvernance, là, j'ai pas bien saisi les Ah, explications de docteur. alors, tu aurais raison de ne pas avoir tout compris parce que j'ai été extraordinairement vite. Sur la question de l'éthique, euh, je vous ai vaguement... euh, euh, il existe différents types d'éthique. Alors d'ailleurs, on reverra ça, entre autres avec plusieurs des collègues, d'ailleurs de chez vous, en Côte d'Ivoire, entre autres avec Serge, mais avec d'autres. Il existe différents types d'éthiques. Il existe des éthiques moralisatrices, des éthiques ontologiques, il existe des différentes éthiques. Chacun d'entre nous a sa propre éthique. On distinguera éthique et moralité. On peut très bien prendre une décision politique courageuse dès l'instant où elle est éthique, au sens où elle va dans le bon sens ou dans le sens du bien-être commun. Alors bien sûr, c'est très prétentieux pour un politique de dire je vais prendre une décision alors que vous n'êtes pas d'accord avec moi parce que c'est pour votre bien. C'est d'une très grande prétention, je suis complètement d'accord. Et donc en fait, certaines décisions se rapportent à une éthique d'une personne qui va éventuellement imposer son avis à d'autres. Donc dans ce cas-là, il ne s'agira pas d'une vision démocratique, mais il s'agira d'une vision autocratique où quelqu'un qui a une forme d'éthique veut l'imposer aux autres. Et c'est là où je reprenais l'exemple de la peine de mort en France. La force de Badinter, c'est alors que les deux tiers des gens n'avaient pas la même éthique que lui. Lui, Badinter, pour être clair, Badinter, comme sa plus proche amie en France, euh, étaient des gens qui étaient issus des camps de concentration. Et en fait, il disait, la mort est quelque chose de beaucoup trop horrible pour que même quelqu'un qui la mérite, on lui impose, on lui donne. Et donc, il a lutté contre la peine de mort au nom du respect humain en disant, quelle que soit la personne, il y a quand même quelque chose de bon en elle, on ne va pas la tuer parce qu'elle a fait quelque chose de mal. Je ne vous dis pas que cette éthique-là est forcément partagée, mais je vous dis que c'était l'éthique de Robert Badinter. À force d'arguments, il a convaincu des gens qui avaient une éthique moralisatrice, une éthique de vengeance, une éthique de loi du talion, de se ranger à son éthique, qui était une éthique de ce qu'on appelle du respect du droit humain. Alors, promis, euh, on va faire, même sur ce S1, à peu près 4 à 5 heures d'éthique, qui vont être d'ailleurs dans l'UE16, où on va vous expliquer les différentes formes d'éthique, les compétences liées à l'éthique. On va aller beaucoup plus loin que cela, bien sûr. Donc, Jean, si tu as pas tout compris à l'éthique, c'est simplement parce que j'ai été un peu rapide, que j'ai été beaucoup trop rapide et que je t'ai pas donné tous les moyens de comprendre tout ça. Donc, n'en sois pas vexé, on ira beaucoup plus loin. Peut-être que ma réponse t'a un peu mis sur la voie quand même. Oui, oui, ça marche. Merci Et bien. accepte ma réponse comme une réponse très modeste, d'une réponse en 5 minutes, alors qu'il aurait fallu que je te réponde en 3 heures. Didier, c'est Oui, Balthazar. oui, vas-y. À quand les prochains cours, le programme du prochain cours, vidéoconférence en vidéo, c'est quand? Le Alors, prochain cours. ah oui, tu as raison. Le prochain cours, on le fera jeudi de la semaine prochaine. Je vais l'annoncer là tout de suite, et vous en prendrez bien compte. Le prochain cours se fera le jeudi 12 décembre. Ça va, c'est bon? Oui, c'est bon. Entre À la le fin de jeudi 5 décembre et le jeudi 12 décembre, je vous aurai mis je vous aurai mis à disposition l'équivalent d'à peu près 7 heures de cours. Ça va, c'est bon? En cours ah bon. PDF, en cours à travailler, avec des vidéos à analyser, des corrections de vidéos, etc. Donc, vous aurez entre le 5 décembre et le 12 décembre à peu près 7 heures de cours.
On y va calmement, et en fait, je profite que Balthazar, qui est le responsable du master en RDC, soit là. On y va calmement pour permettre à des collègues qui n'ont pas encore rejoint le master de nous rejoindre le plus vite possible. Car si je vais trop vite là, les collègues vont arriver, ils vont avoir 50 heures à rattraper, ils vont être complètement perdus. Donc, on y va lentement, de façon à permettre aux collègues qui n'ont pas pu nous rejoindre là, pour des raisons techniques, politiques ou autres, de pouvoir nous rejoindre. D'accord. Voilà. Merci. Je rappelle, d'autant que Balthazar est en face de moi, que on a à peu près pris une décision dans les 3 pays, qui est, nous allons remplacer. Vous savez que le cours d'aujourd'hui, il est enregistré. Je vous le donnerai donc évidemment en relecture pour tout le monde, pour le reprendre tranquillement. La deuxième chose, c'est que tous les cours jusqu'à Noël vont être des cours qui, ça va nous demander un peu de travail, mais vont être faits en visio et à distance, de façon à ce que jusqu'à Noël, nous puissions continuer d'accepter des collègues pour des raisons que je vous explique tout simplement. On a des collègues qui sont bloqués, excusez-moi de montrer ça, parce qu'ils n'ont pas pu réunir l'argent nécessaire pour payer l'entrée dans le master. Et ça, aussi bien Balthazar que Marceline, que Pierre ou Serge, ça nous gêne profondément. Donc, on s'est dit qu'on va tout faire pour que les collègues puissent nous rejoindre et on va modifier un peu ce qu'on a décidé de faire jusqu'à Noël pour leur permettre de mettre les bouchées doubles à Noël. Sur le plan financier, on a eu aussi des gens qui n'ont pas les moyens. Par exemple, on a 2 collègues qui sont du Congo-Brazzaville et qui auraient dû aller chez toi, Balthazar, mais en fait, ils ont de vrais problèmes de visa. Et en fait, on va voir comment ils peuvent faire, s'ils peuvent aller, si c'est plus simple pour eux d'aller du côté du Cameroun ou si c'est d'aller du côté de chez toi. Donc, en fait, on a des problèmes qui sont des problèmes financiers, des problèmes de visa, on est d'accord? Puis on a un troisième type de problème qui sont aussi des problèmes de non-sortie politique de certains pays avec des collègues qui sont très gênés à la fois par le prix des voyages et par tout un tas de choses. Donc on est en train aussi, mais là je ne fais que défoncer une porte ouverte, on est en train d'envisager pour le mois de janvier, en parallèle à tout ce qu'on fait nous là, un master, mais celui-là, par contre, il sera entièrement FAOD et il sera moins intéressant parce que vous avez, je pense, compris que tout le travail qu'on fait en classe virtuelle, même si c'est que 2 heures par semaine et lors des présentiels, c'est quand même quelque chose de fondamental. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir. Merci de votre attention. Promis, juré, on aura de moins en moins de problèmes de connexion, ça ira de mieux en mieux. Ce que j'ai réservé pour cette semaine, c'est simplement vous faire découvrir progressivement ce qu'on va appeler l'espace numérique de travail, c'est-à-dire en fait pour l'instant un simple site sur lequel vous allez retrouver tout. Voilà, je vous donne un merci d'abord. Merci de m'avoir écouté, très, très honoré de votre présence. Et puis, à bientôt. Au revoir à tout le monde.